vote sanglant, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. On estime que, enfin, pas qu'on estime, mais on a tous constaté que au deuxième tour des élections, et même au premier tour, même si c'était un degré moindre, il y a eu du sang qui a coulé en Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu vote. Donc le vote a été sanglant. Simplement parce que les acteurs, certains acteurs ont décidé de contester les élections par la voie des armes. Et donc on peut couler beaucoup de sang. Alors qu'on parle de vote sanglant. En fait, tout lecteur tous les éléments nécessaires pour savoir les raisons qui m'ont poussé un 17 avril à quitter la Côte d'Ivoire. Donc ces raisons-là étaient que je suis pro-Gbagbo et que la chasse au pro-Gbagbo était déclarée après la prise du pouvoir à Alassane Ouattara et qu'il fallait soit rester, mourir ou aller en prison ou bien soit fuir ou garder un semblant de liberté. Moi j'ai préféré fuir pour ne pas mourir. Je suis d'abord allé au Bénin où je pensais m'établir et parce que j'étais à 2 pas de mon pays. L'atmosphère était délétère quant à le côté, en ce qui concerne la crise ivoirienne, les Béninois avaient pris une position, on va dire dans l'ensemble, qui n'était pas proche de celui que je soutenais moi, à savoir le Gbagbo, et ça a posé des désagréments, et donc j'ai préféré partir, me mettre à l'abri, pour être dans un pays qui a une opinion un peu plus favorable. C'est comme ça que j'ai atterri au Cameroun. Quand je vais au Cameroun, c'est-à-dire que je pars un soir, j'arrive à Boisseau, je me retrouve ensuite la même nuit à Flao, à la frontière entre le Ghana et le Togo. Le lendemain matin, j'arrive à Cotonou. J'essaie de m'installer une nouvelle vie un mois après, pour des raisons évoquées plus tôt et pour certaines menaces subies. Je pars donc par la route pour le Nigeria. Après le Nigeria, je prends une pirogue à moteur et j'arrive au Cameroun, où je rentre par le sud-ouest, par Ekondo Beach. Et ensuite, ce sera la vie pendant 3 ans avec beaucoup plus de douleurs que de moments de joie. Au Cameroun, je vis, on va dire comment, les douleurs d'exil ont été tellement... J'essayais de m'intégrer, ça a été tellement difficile. J'ai eu de terribles maux d'yeux, ma rétine a complètement éclaté. On appelle ça un décollement rétinien. Et donc, à partir de là, cette baisse de vision énorme m'a causé beaucoup de désagréments. Et on va dire que j'ai été soutenu par Dieu et j'ai vécu beaucoup plus par la charité de personnes, des amis de ma famille et de certaines personnes qui se sont intéressées à ma situation et qui ont bien voulu de temps en temps m'aider à trouver ma pitance quotidienne et à trouver un toit au dos. Je tombe sur un pasteur nigérian, un peuple à respecter, à travers ce pasteur. Le gars s'est mis à ma disposition. Il prie pour moi, il est toujours là chaque minute. Il me dit, bon, on ne va pas aller à Douala maintenant. On va simplement mettre 2 jours ici, parce que le train part dans 2 jours. Et dans le train, il n'y a pas de contrôle jusqu'à Mbaga. De Baga, on doit là, comme c'est pas loin, on peut toujours gérer la route. Mais si on peut partir d'ici, Yaoundé, tu risques de ne pas arriver, ou bien d'être ruiné complètement, comme tu ne restes plus rien. Et durant les 2 jours, on a attendu, et il m'a accompagné jusqu'à Mbaga. Quand je rentre dans la ville de Douala, lui, il est descendu aller faire pipi. Derrière lui, il y a un gendarme qui est monté. Le gendarme m'a attrapé, il n'y a pas de pièce. Il a commencé à crier. Tous ceux qui étaient dans la voiture avec lui ont commencé à crier. C'est comme ça, il faut rentrer dans, les gens rentrent dans le pays comme ça. Vous connaissez les Camerounais. Aka, ils vont même brûler notre pays un jour, non? Ils rentrent comme ça, ils n'ont même pas de papiers. Hein. Il est assis comme ça. Un gars comme ça, il est assis, hein. Il n'a même pas de papiers. Il est assis. L'autre dame l'a dit. Mais j'ai dit, mon père, même il est gendarme, mais non, les gendarmes ici travaillent mal. Hein. Laisse le monsieur comme ça, depuis il est en train de demander seulement, il va le tchoco et puis il va passer. Hein. Ouais, c'est même quoi même. Donc je suis là, je suis calme. Et quand les gars baissent l'attention, je leur dis, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis un partisan de Laurent Gbagbo, je suis en train de fuir. Ouais, mon frère, mais pourquoi tu n'as pas vite dit? Il t'a même pris combien le gendarme là? Je dis non, laisse. Non, non, il te prend ça pourquoi? Ils ont mis Ouattara là-bas. Ouattara c'est un voleur, il est burkinabé. Au moins ils ont commencé à crier là. Moi j'ai demandé à mon parrain, j'ai demandé au pasteur, on va prendre notre route en partie doucement. Les sons là, le Babo Ouattara. Mais je suis sur la route de mon exil. Donc c'est comme ça que j'arrive à Douala et je tombe au milieu d'un peuple. Vraiment, sincèrement, si tu veux qu'un Camerounais te respecte, en tout cas 60% des Camerounais, et je parle sur le contraire de ceux qui sont là,
Si le gars camerounais te respecte normalement, il ne faut pas lui parler de Ouattara. 60%. C'est vrai, il y a les pro-Ouattara. Mais c'est le Camerounais qui va te dire, mon frère, tu me parles même de qui là même? Tu connais Babo que moi. On ne dit pas libérer le gars, tu peux nous parler de Babo ici. Non, on ne le connaît que toi. Tu vas nous dire quoi là? Et c'est comme ça que je suis resté dans cette ambiance. Malheureusement, la politique ivoirienne m'a rattrapé au Cameroun. En février 2012, mon patron dans son vrai, Théophile Kouamouo m'appelle. Oui, il y a la dédicace du livre de Charles Onana. Il faut que tu suives ça, tout ça, mettre le petit boutonnier, ils seront tous à Yaoundé. Moi je suis content, j'ai retrouvé un peu les nouvelles de mon pays. Tout de suite j'appelle Maître Boutounieux, on se retrouve, l'ambiance est bonne, tout et tout. Ils sont logés à l'hôtel, je vais les voir. Bon, elle-même, c'est elle-même qui m'a offert cette paire de lunettes là, qui ne fonctionne plus trop. Mais j'ai obligé de l'utiliser pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas, pour moi là, mes soins là, ne vous inquiétez pas, les Camerounais, j'ai... Erika, bonsoir. On prend la nouvelle paire de lunettes quand. Voilà, donc ça c'est déjà géré. Donc, je vais à l'hôtel, on se retrouve tout et tout. Et le jour de la dédicace du livre, je suis assis là, ma dernière sape, un bon petit bazin là, ici dedans. Et je vois deux policiers qui arrivent en civil. Monsieur Conan, il dit non, je ne vais pas Conan. Non, connais. Non, je ne vais pas connaître. Moi, j'irai. Donnez vos papiers. Il donne les papiers. Il dit suivez-nous. Il dit Aka. Et vous suivez comment? Moi, je suis venu couvrir une dédicace. Il dit non, suivez-nous. Calvaire. Près de 12 heures d'interrogatoire. Vous êtes le ministre Kone Katina. Il dit c'est pas moi. Vous êtes Kone Katina, c'est pas moi. Paco, pendant que je parle, dès que le ministre est prêt, tu coupes pour qu'on le prenne. Ok? Voilà. Donc, ils me prennent, ils m'amènent à la DST. Pendant 3 jours, on passe ici, on passe là. Le directeur de la DST me reçoit. Il me dit, je suis Kone Katina, il y a un mandat d'arrêt sur moi. Je dis, c'est pas moi, je suis un chef exilé au Cameroun. Je viens à peine d'avoir mes papiers du HCR. Il dit, non, on a fait les recoupements, c'est vous. On peut vous, mais le Cameroun n'extrade pas, mais vous ne devez pas mener d'activité politique ici. J'ai dit, non, moi je suis simple journaliste, je ne mène pas d'activité politique. Ça a duré au moins 3-4 jours, la pression de Théophile Kouamouo que je remercie, Marie-Charlotte Galton qui a quelques connexions et pas mal d'autres personnes. Et tous les Ivoiriens, sur tous les réseaux sociaux qui ont vraiment bousculé, les gens m'ont demandé de rentrer à la maison. Je sors de là, j'ai vraiment eu peur. Et un soir, l'irréparable se produit. Je suis en train de réfléchir, ma vue baisse complètement et se coupe en deux brusquement. Consultation, ma rétine a éclaté. C'est dû au stress. On ne soigne pas au Cameroun, il faut que je voyage. Ah, Théophile Kouamouo, voilà un nouveau problème. J'appelle Bretigny, où se trouve mon soutien. Maman, voilà encore les problèmes que j'ai. Coût de l'opération, voyage, tout ça, près de 4 000 €. Donc, je dis, bon, ok, je me bats, mes amis m'aident, et j'arrive en Tunisie, je recolle la rétine. Mais en fait, 6 mois plus tard, je dois faire encore une autre opération. Parce qu'il faut enlever le silicone qui est dans les yeux. C'est comme ça que vous avez vu que j'ai lancé le SOS, que vous avez tous vu. Et là encore sur ma route, j'ai trouvé des Camerounais qui se sont spontanément mobilisés, qui ont trouvé les moyens pour que je vienne en France, pour que je vienne me soigner. Je voudrais vraiment leur dire merci. Ils sont tous là ce soir encore. Ceux qui sont battus pour ce soir. Je voudrais avant de terminer mon propos, dire qu'arrivé en France, j'ai bénéficié du soutien de pas mal de personnes, comme Christine Tibala, comme M. Tony Poulier de la maison L'Armatan, qui m'a allongé près de 2 000 € pour que je subisse une opération de la rétine. Je vais bien désormais. Je vois bien. Mon combat continue, celui de la liberté. Mon combat continue, celui de dénoncer l'État dans mon camp et dans le camp de l'adversaire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on va penser que je suis handicapé, que je n'aurai plus la verve pour pouvoir dénoncer l'État qui nous mine. Si j'attaque Alassane Dramane Ouattara, si j'attaque le système de droite, conduit par Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, qui l'ont amené au pouvoir,
ce n'est pas les gens de la gauche caviar que je ne vais pas attaquer au niveau d'Abidjan. Pour l'instant, je me réserve de dire certaines choses, parce que ce soir, il s'agit de votre sanglante douleur d'exil. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu d'élection. Surtout au deuxième tour. Il y a eu une mascarade électorale. Ils accusent nos responsables. Ils accusent ceux qui étaient à la tête de l'État. Je les accuse d'avoir cédé à la pression. Cette pression d'aller à des élections avec un pays où la moitié des gens sont en armes au nord nous a causé des douleurs d'exil. A envoyé le président élu de la République de Côte d'Ivoire derrière les barreaux de la Cour pénale internationale. A envoyé des milliers d'Ivoiriens sur des routes incertaines de l'exil. Nous vivons très mal cette situation. Comment allons-nous la rattraper un jour? D'aucuns parlent d'élection en 2015. Je préfère ne pas m'attarder sur tout ceci. Je voudrais donc vous dire que c'est un peu résumé largement tout ce qui est dans ce livre. Toute cette douleur d'exil que j'ai encaissée en 3 ans et qui n'est peut-être pas encore finie, c'est tout ceci que j'ai mis dans ce livre. Procurez-le, achetez-le s'il vous plaît. Il a 20 €. Je le dédie aux victimes de guerre. Moi, je n'ai que 6 € là-dessus. Dans les 6 €, eux et moi, on se partage 3 €, 3 €. Ils vont y aller, même si c'est 30 €, je vais envoyer aux victimes de guerre. Même si c'est 10 € que je gagne, je vais envoyer aux victimes de guerre. C'est ma participation. Je sais ce qui se passe dans les camps. Mes jeunes frères sont venus des camps, ils m'ont retrouvé au Cameroun. J'ai connu la douleur des camps. Si nous avons eu la chance d'être épaulés dans cet exil, d'avoir plusieurs secondes familles, nous avons réussi à échapper. Ça meurt encore au Togo, ça meurt au Ghana, ça meurt au Bénin. Jetez un regard là-bas, s'il vous plaît. Je vous remercie. En ce moment, on ne me voit pas beaucoup à Paris parce que je ne suis pas toujours en région parisienne. Et en fait, j'ai vraiment souhaité être là. La première fois que la cérémonie avait été programmée, je n'étais pas disponible et j'ai été content que ce soit mis à cette date pour que je puisse venir ici. Malheureusement, je vais partir bientôt parce que je suis appelé à des activités privées. Mais en fait, Armand Iré, moi, c'est vraiment une histoire d'affection très grande. Or, vous savez qu'Armand Iré a un caractère assez particulier. Et donc, plusieurs fois en inbox, les gens sont venus me voir pour dire que calme ton Armand Iré là, parce que vraiment, on en a marre, il nous emmerde, ou bien c'est toi qui l'as envoyé. Et puis moi, je leur ai tout dit qu'à moi, je n'entre pas dans ce que dit Armand Iré, je ne veux pas contrôler ce qu'il fait. Et puis, de toute façon, il y a un lien entre nous, c'est que on est, comment dire, moi, je suis venu. Alors, dès que j'ai fini mes études, je suis venu dans son pays où en fait des gens m'ont intégré avec beaucoup d'amour. Et lui, quand il y a eu des problèmes, il est venu dans mon pays où les gens l'ont intégré avec beaucoup d'amour. Donc, ce qui est entre nous là, il ne peut pas avoir ça entre beaucoup de personnes. Donc, fondamentalement, je considère que nous sommes doublement frères. On est de l'ouest de la Côte d'Ivoire et de l'ouest du Cameroun, donc vraiment. C'est beaucoup de choses. Donc, non, sérieusement, je suis heureux qu'en fait, il ait trouvé une terre d'exil, qui est une vraie terre d'exil selon la définition ancestrale de cela. Qu'il soit arrivé dans un vrai lieu de refuge et qu'il ait trouvé des frères et des sœurs qui non seulement lui ont enlevé la douleur, par moments l'ont distrait de sa douleur d'exilé, parce que c'est une très grande douleur, mais également l'ont aidé à retrouver la vue, donc la vie. Et en fait, en le faisant, ils m'ont vraiment réconcilié avec ce pays que je boudais un peu, c'est-à-dire le Cameroun. Donc merci de m'avoir reconnecté avec les valeurs intrinsèques de ce pays que j'avais souvent oublié, parce qu'en réalité, moi je suis né en France, de parents camerounais, j'ai vécu au Cameroun toute mon enfance et je suis revenu en France. Et j'ai été un peu, je me suis détaché un peu du Cameroun au point de vue affectif parce que j'ai été très frustré au début des années 90 parce que j'étais très jeune mais j'étais déjà très militant. Et en fait, quand le mouvement démocratique a échoué piteusement et que l'opposition comme le pouvoir
ont échoué à rendre possible nos trajectoires pour ce pays. Alors, franchement, en tant qu'étudiant, j'ai commencé à me déconnecter. Et puis après, comme j'avais trouvé aussi un autre pays, je ne me suis plus trop intéressé. Et en fait, j'ai vu, quand je suis retourné là-bas, pour voir, enfin, notamment, et que j'ai vu à Maïré, j'ai vraiment vu un peuple aussi hospitalier que le peuple qui m'avait adopté. C'est-à-dire, j'ai vu que les Camerounais peuvent être aussi hospitaliers que les Ivoiriens, et je les remercie d'avoir vraiment pris soin de mon élément comme ça, de mon frère. Et je remercie les Camerounais. Merci à toi. Merci, surtout, merci aussi à Célestine là-bas de l'association Halte au génocide, accompagné par son cousin du SINPAC. Le livre, c'est Allô Jean. Merci à tous. Alors, je vais arracher quelques mots aux personnalités ici présentes, en commençant par Madame la ministre. Madame la ministre, comme on peut dire. Ouais. Non, on peut dire Madame la ministre, comme Madame la ministre. Madame la ministre. Approche le micro. Approche le micro. Alors, Madame la ministre, si vous devez inciter quelqu'un à lire ce livre, merci beaucoup. Je voudrais féliciter Armand pour avoir sorti ce livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai écouté le résumé. Et je voudrais aussi, à travers lui, féliciter tous ceux qui ont écrit sur la crise ivoirienne. Il faut absolument écrire sur la crise ivoirienne. Tout ce que nous savons par rapport au devoir de mémoire. Parce qu'il faut que les Africains, disons les Ivoiriens, s'approprient leur vraie histoire. Il ne faut pas laisser aux autres le soin d'écrire notre histoire. C'est ce qui s'est toujours passé en Afrique. Hein. On a toujours laissé les autres écrire à notre place. Et à la fin, on a dit que l'Afrique n'était pas dans l'histoire. Que l'Afrique est restée au seuil de l'histoire. Que l'Afrique n'a pas d'histoire. Aujourd'hui, il y a une crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas laisser aux autres le soin d'écrire sur cette crise-là. Moi, j'ai fait mon témoignage aussi, j'ai écrit mon livre. Je ne suis pas allée très loin pour chercher le titre. Hein. J'ai mis « On ira jusqu'au bout ». J'ai paraphrasé le président Laurent Gbagbo pour dire qu'on ira jusqu'au bout de ce combat-là, le combat de la dignité de l'Afrique, le combat de la dignité de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Armand d'avoir écrit, merci à tous les camarades qui ont écrit. C'est aussi une autre forme de lutte. Je remercie ceux qui sont dans les rues, qui bravent les intempéries pour être dans les rues. Je les remercie pour ce travail colossal qu'ils font. Parce que grâce à ce travail, les lignes bougent. Je remercie aussi ceux qui prennent leur plume et qui écrivent aussi sur cette histoire-là. Parce que grâce à eux également, les lignes bougent. Merci à tous d'être venus. Je vous incite à lire le livre et à vous faire votre véritable opinion sur ce qui s'est véritablement passé en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mon cher frère Armand Iré, je voudrais vraiment te féliciter. Te féliciter pour ton œuvre que tu as faite, pour ton livre, pour ta contribution à l'histoire. J'ai écouté tout à l'heure le résumé de ton récit. Je pense qu'on a pratiquement la même histoire. On a pratiquement la même histoire parce que moi aussi, en tant que président des réfugiés, je suis passé par Lomé, par Accra, et sur le chemin aussi de la France, nous avons connu beaucoup de choses. Raison pour laquelle les réfugiés que nous sommes mis ensemble, justement, pour créer un élan de solidarité au niveau de l'URIF. Je le disais la dernière fois que nous ne sommes pas en France, réfugiés que nous sommes en villégiature. Nous sommes en France parce que nous avons été contraints. Nous avons été arrachés à l'affection de nos familles, contraints de quitter notre très chère Côte d'Ivoire que nous aimons tant. Aujourd'hui, ta contribution me va droit au cœur. Au moins un exilé politique, un réfugié, écrit une histoire pour montrer que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. La Côte d'Ivoire est tout sauf ce qu'on peut espérer pour un état de droit. Je ne veux pas être long, Armand. C'était vraiment pour te féliciter. Merci. Merci beaucoup.
Michel Baron, il a été DG du Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur. Je crois qu'on m'avait dit qu'il avait gagné le concours d'appel d'offres à la RTI, mais de premier, ils n'ont même pas classé, le concours n'a jamais sorti. J'ai lu votre livre, je suis arrivé ici à 13h, parce que j'ai reçu l'invitation pour 13h. Je vois votre livre à 11 chapitres. Il est facile à lire et il donne envie même de continuer d'aller au-delà. Voyez-vous, beaucoup ici, je crois aussi, je ne suis pas porte-parole, sont venus pour ce livre. Monsieur Laurent Gbagbo, pour moi, comme tout intellectuel africain, il appartient aux gens qui sont des miroirs pour nous. Donc, quelque part, avant que je pose mes deux questions, je voudrais un peu dire que je me suis un peu perdu parce que le livre a une petite place et monsieur Laurent Gbagbo a une plus grande place. Donc, ma première question, c'est que vous êtes passé par mon pays, le Cameroun, et vous avez eu beaucoup de problèmes. Seulement, j'ai été rassuré quand vous avez dit que plus de 60, je dirais même 70% des Camerounais ne veulent même pas entendre parler, comme de Alassane Ouattara. Il y a beaucoup d'autres présidents, comme par exemple Blaise Compaoré, et ainsi de suite. Mais seulement, je vous pose une question simple. Pourquoi avoir choisi le cardinal Toumi comme préfacier? Vous savez très bien, si vous voulez repartir au Cameroun demain, ce livre, avec lui comme préfacier, peut encore vous amener à la DST. La deuxième question se trouve à la page 53 de votre livre, sur votre première rencontre avec M. Laurent Gbagbo, que vous dites et vous décrivez de façon naïve à travers des lectures et tout, mais en lecteur avisé, on a l'impression que votre, disons, votre appartenance à la région natale de Laurent Gbagbo guide un peu votre jugement sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? Merci. Merci beaucoup. On va répondre brièvement après. Voilà une personne qui a vraiment lu le livre. Hein? Il a vraiment lu. David Mabouri, des aînés qui font notre fierté. Voilà, David Mabouri est camerounais, il est cadre chez Arriva. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes d'Arriva dans la salle, mais on ne va pas les présenter. On va saluer David Mabouri. Merci, cher aîné. C'est vrai, je suis passé par ton pays, le Cameroun, que j'ai appris à connaître en 3 ans. J'ai été adopté à Banganté, là-bas à l'ouest du Cameroun. Voilà. Et j'ai aussi compris à travers le climat de Banganté pourquoi la zone des Bamileke a été beaucoup marquée par la colonisation. Parce qu'en fait, là-bas, c'est carrément comme si tu vivais en Normandie ou bien dans une région de la France à cause du temps doux, frais. En tout cas, à Banganté, il n'y a pas de climatiseur dans les hôtels. Parce qu'il ne fait jamais chaud là-bas. C'est dans la région ouest du Cameroun, tu vois, comme ils disent là-bas, la mater qui porte un manteau comme à Paris, parce qu'il fait extrêmement froid, pardon. Donc je connais bien le Cameroun. Pourquoi j'ai choisi le cardinal Toumi? Ouais, je connais l'histoire du cardinal Toumi. Je sais que c'est un archevêque qui ne donne pas le lait, comme on le dit chez nous au Cameroun. Je connais son histoire avec les gouvernants, mais je l'ai choisi. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai des problèmes avec les réseaux france-africains, que lui-même il combat. J'ai croisé ce vieillard de plus de 80 ans à Yaoundé, et je lui ai dit, c'était ou bien monseigneur, est-ce que vous pouvez me répéter ce que vous avez dit à RFI? Il m'a dit oui, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. J'ai dit, je peux écrire, ah, moi j'ai déjà dit. J'ai fait un papier dans mon journal sur les traces du cardinal Toumi. Je suis allé sur ces traces durant toute une journée, il m'a reçu qu'en 15 minutes. Mais chose remarquable, je lui avais envoyé mon tapuscrit 1 mois à l'avance pour qu'il le lise et qu'il fasse la préface de mon livre, et je lui avais envoyé courir. Quand j'allais à Douala, sans rendez-vous, pendant les 15 minutes d'entretien, la première des choses, il m'a donné le test dactylographié de la préface. Il m'a dit, voilà, tu lis, si c'est bon, tu prends, si c'est pas bon, on va corriger. Et il m'a attendu, c'était déjà prêt. C'était un paquet, il m'a rendu le tapuscrit. Il dit, non, le tapuscrit peut rester avec vous. Il dit, non, j'attends le livre. Voilà ma rencontre avec ce grand monsieur qui est le cardinal Toumi. Donc,
C'est vrai que si j'arrive aujourd'hui à Yaoundé, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il fallait que le cardinal Toumi le préface, c'est tout. Parce qu'il est le seul prélat africain à avoir ouvertement pris position dans la crise ivoirienne. Amen. Voilà. Je ne suis pas tribaliste. Laurent Gbagbo est Pété, pardon, de Gagnois. Moi, je suis guéri, un peu plus à l'ouest. C'est vrai que chez nous, on est principalement, on va dire, on est enclin, on est pratiquement à gauche. Mais notre histoire avec la démocratie ne date pas de l'époque de Laurent Gbagbo. Voilà. On a été quand même, dans cette région-là, les premiers à vouloir remettre, peut-être de la mauvaise manière, les choses en place en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas approuvé, je n'approuve pas cette manière-là qu'a utilisé le capitaine Sio Plaou, déjà dans les années 70, de vouloir faire un coup d'État contre Feu-Boigny. Mais il est guéri, je suis obligé de l'assumer. Et ça, on en a pâti quand même. Le peuple en a pâti. Je ne suis pas tribaliste. Ceux qui me connaissent savent que dans ma famille, nous sommes un melting pot de peuples africains et ivoiriens et d'ethnie ivoirienne. Ma tante est là. Ses enfants sont Apollo. Voilà, de par son mari, Apollo Agni. Moi-même, dans ma famille, hier, j'ai eu Maïka, ma nièce de 6e, au téléphone. Son père est un fervent admirateur du docteur Alassane Ouattara, comme il l'appelle. Ma nièce Aïcha, qui pratiquement que j'ai adopté, son père c'est un Malien. Donc c'est pour vous dire que je suis Laurent Gbagbo pour ses idées, pour sa force politique. Parce qu'avec lui, la politique est devenue plus simple. Tu n'as pas de protocole pour pouvoir avancer tes idées. Sous Laurent Gbagbo, nous les jeunes, on pouvait parler en réunion. Sous Laurent Gbagbo, pour ceux qui étaient là, ils peuvent le savoir, et je parle toujours sur le contrôle d'un ministre de Gbagbo qui est assis. Quand ils font leur réunion, on fait tour de table. Chacun dit ce qu'il a à dire. On parle dans la vérité. Quand les gens se lèvent pour dire non, Laurent Gbagbo est nationaliste, il est, on va dire, il est xénophobe, il ne veut pas des Français. Mais ça, c'est des clichés tellement déçus. Le monsieur, son enfant est né d'une épouse française. Jacqueline Chamois est là, entre Lyon et Paris. Mais comment quelqu'un même qui a fait un enfant en France, au contraire des autres personnes, peut dire que lui n'aime pas la France? Mais Laurent Gbagbo, là, si quelqu'un devait être aimé par la France, c'est bien lui. Il a toute son histoire avec la France. Ses études, son parcours, son exil. Mais c'est avec la France. Son père, son fils, son père était ancien combattant. Donc, il a son histoire avec la France. On n'a pas compris pourquoi tout le monde s'est déchaîné contre lui à gauche et à droite. Ça, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, ceux qui l'attaquent disent que Gbagbo, oui, comme ils ont l'habitude de l'appeler Gbagbo, alors qu'il s'appelle Gbagbo, il se prend pour un nationaliste alors qu'il a livré le pays. Mais je dis, hein, Bouygues, qui gère SOR, la société qui gère l'eau en Côte d'Ivoire, Bouygues est là-bas depuis 1964. La CIE, je crois que c'est Bolloré qui gère, ou bien Bouygues. Bouygues, ECI était là. Mais c'est Ouattara qui est venu en 80, pendant sa période de Premier ministre là, et qui a vendu la ECI à Bouygues à 1 franc symbolique. Parce qu'on devait redresser l'économie selon lui. Mais attendez, Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Du coup, il arrive là, il doit remettre en cause tout cela tout d'un coup. C'est ce qu'il va faire de lui un nationaliste. Il a dit non, nous on est un partenariat avec vous. Les contrats qui ont été signés étaient un peu léoniens. On va essayer de les remettre en place. C'est le fait que, est-ce que nous on peut avoir un peu plus que par rapport à ce que vous nous donnez avant là? C'est ça qui lui a envoyé la guerre. C'est mon pays, vous exploitez. Au lieu de me donner les 30% là, bah donnez-moi maintenant au moins 60%, vous prenez les 40%. Vous êtes déjà riche, vous pouvez vous gérer là-bas. Donc moi au moins donnez-moi mes 60% parce que moi aussi je dois enrichir les gens. Il faut Boigny a rendu la Côte d'Ivoire riche, moi je veux rendre les Ivoiriens riches. C'est mon pacte avec eux. Tout ça c'est ce qui lui a envoyé la guerre. Laurent Gbagbo n'est pas contre la France, il n'a jamais été contre la France.
Mais c'est la France qui a toujours détesté Gbagbo, mais pour des raisons personnelles de certains dirigeants français, simplement parce qu'ils n'entrent pas dans leur starting block et dans leur ordinateur. Voilà. Il ne fait pas partie de ceux à qui on doit dérouler le tapis rouge. Il n'a pas de comment on va dire ça, d'origine familiale, chose, il ne vient pas des institutions de Bretton Woods, il n'est pas sorti de la Banque mondiale et de choses, il est sorti de milieu de nulle part et il est arrivé à la tête d'une formation politique et à la tête d'un pays. On ne veut pas de lui, et ça c'est clair, ça a été écrit depuis le temps de Chirac. Sarkozy, avec ses acquaintances avec Ouattara, a carrément mis le marteau. Vous avez vu l'ambassadeur français, Gbagbo, c'est fini. Ça m'a fait mal. Président élu d'un pays. Mais aujourd'hui, le temps nous donne raison, mais tout ce temps-là, il y a eu plein de morts. Voilà, les militaires ont dit non, ils ont voulu faire un coup d'État, ils n'étaient pas reconnus, ils ont posé des actes, on vient de les libérer. Eux tous de les acquitter. Pour dire que à cette période-là, ils ont exécuté des ordres, ils sont venus de leur hiérarchie. Donc on reconnaît le pouvoir Gbagbo. Du 28 novembre 2010 jusqu'à la proclamation des résultats, jusqu'au 11 avril 2011, tout le monde reconnaît aujourd'hui que le pouvoir de Laurent Gbagbo était légitime. Mais pourquoi il y a eu tant de morts? Pourquoi au lieu de recompter, on a préféré faire des comptes macabres? On dit recompter les bulletins, les voix. On dit non, on préfère compter les morts. Et on les a comptés à Abidjan. Lisez le livre, vous allez voir. Nous, on a entendu des cadavres à Yopougon. La dame qui était en maillot Côte d'Ivoire, elle est couchée comme ça sur la route du kilomètre 17. Une balle dans le corps. Elle est sortie matin son panier. Elle ne va plus jamais rentrer. Elle ne sera plus jamais rentrée. A-t-elle eu une sépulture digne? Interrogation. Je suis Laurent Gbagbo pour ces idées. Je suis Laurent Gbagbo parce que, quel que soit ce qui va arriver à la CPI, c'est avec son esprit-là que nous allons libérer la Côte d'Ivoire. C'est avec cet esprit-là qui fera de nous des hommes forts et puissants, des hommes dignes pour une Afrique digne. Nous sommes la lumière. Et cette lumière-là, l'Afrique doit la suivre. Je voudrais remercier l'auteur de l'ouvrage que nous remis ce soir ici. Avant de procéder à ma question, je voudrais m'associer à Madame la ministre pour effectivement féliciter les Ivoiriens qui non seulement marchent aujourd'hui, manifestent dans les rues, mais en deux marches prennent le temps de s'asseoir pour écrire un livre. C'est important. Parce que le témoignage de cette lutte-là ne doit pas partir qu'à la rue. Dans la rue, nous sommes avec nos adversaires, nos ennemis. Nous marchons tous. Et même quand nous marchons, ils sont dans la rue pour nous regarder, pour guetter nos erreurs. Mais lorsque nous asseyons pour écrire, je pense que l'écriture, pour ceux qui décideront peut-être de s'aventurer à l'écriture avec maintenant, verront que écrire un livre, chers amis, c'est moins loin d'écrire un SMS. Et c'est même plus loin d'écrire un message sur Facebook. Dans un livre, il n'y a pas de MDR. C'est une conscience tranquillisée qui s'assoit et qui transforme en écriture une opinion. C'est pour ça que je voudrais m'associer à ceux qui l'ont dit pour féliciter les Ivoiriens, les leaders, surtout ici à Paris, où tous les week-ends il y a les manifestations, mais qui ont plus de temps de s'asseoir pour écrire. Je vais pour votre micro plus tard, la dédicace, pour féliciter par anticipation le leader Abel Naki, qui a produit récemment ce qu'il a appelé notre cri. On n'a pas encore lu. On n'a pas encore lu. Et effectivement, la dédicace, là, je me constitue en commercial d'Abel Naki, c'est pas grave. La dédicace c'est le 22 février et nous serons pour le soutenir. Marc Blanchard, je suis venu ici aujourd'hui, pas seulement parce que je suis ton petit frère, comme tu as dit, parce que tu as fait un message sur Facebook qui m'a intéressé, où tu as annoncé que la dédicace de ton livre sera l'occasion pour que tu t'exprimes de manière claire sur l'évolution de l'actualité en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper en disant que je n'ai pas m'attarder sur des sujets, mais il faut qu'on s'attarde dessus.
Et comme je suis à intervenir sur une question, je voudrais, cher ami, te poser la question suivante. Ce livre que tu as écrit, Côte d'Ivoire, vote sanglant, douleur d'exil. Quelle est la thèse de ce livre? Parce qu'un livre, même quand c'est un récit, il soutient une thèse. Et la thèse transparaît durant tout le long du livre. Et ce livre-là, qu'est-ce que tu dis dedans? Quelle est l'opinion que tu défends? Parce que par exemple, moi, quand j'ai écrit Côte d'Ivoire, leçon du 11 avril, la thèse c'était que ce qui est arrivé à Côte d'Ivoire le 11 avril 2011 là, il ne pouvait pas être du fait que de nos adversaires. Il y a aussi des erreurs identifiées dans notre cas. Et je l'ai dit. Ça m'a valu ce que ça m'a valu, mais aujourd'hui, on a applaudi tous le ministre Kone Katina qui vient de dire qu'on ne peut pas toute une crise qui pourra que tout vienne d'adversaire. J'avais dit que aujourd'hui, je me consacrais uniquement à la dédicace. C'est vrai qu'on a dit qu'on devait parler, on devait dire certaines choses. Parce que quand on est un acteur politique, il faut parfois dire les choses telles qu'elles sont. Je ne me dérobe à aucune question. Mais les circonstances étant, nous allons essayer d'avancer. Mais je voulais te dire une chose, chacun a son grade dans mon livre. Parce que dans le chapitre 8 ou 9, où je parle de Pokémon menteur ivoirien, en tout cas ceux qui sont pro Gbagbo, s'ils lisent la partie là, on va peut-être trop aimer. Voilà. Je dis une seule chose, et ça je vais le dire. Parce que vous les pro Gbagbo de Paris là, quand les gens veulent parler, vous dites non, dites les choses. Gbagbo était tellement démocrate qu'il nous envoyait la guerre. Voilà. Si on n'avait pas pris la constitution pour faire de Ouattara un candidat, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci. Voilà. Ça, il est mis dans mon livre. Voilà ce que je donne à Gbagbo. Mais le malheur, celui qui nous envoie tous les malheurs en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et puis dans mon livre, même ça va vous énerver encore. Je donne un chèque à Blanc Bédier. Je dis Bédier avait raison. C'est pas vous les Ivoiriens, vous ne l'avez pas suivi. Mais on ne pouvait pas le suivre aussi quand il gérait mal. On avait fait, quand on a fait, on ne peut pas suivre quelqu'un, même s'il se dit nationaliste et autres. Lui, il avait son combat avec Ouattara. Il a tellement personnalisé le combat que nous, on était affamés. Il voulait qu'on le suive dans la fin. On n'a pas pu le suivre parce qu'on avait faim. Parce qu'à un certain moment, sous Bédier, si Bédier avait mis plus de temps que prévu, même pour avoir 1000 francs, il fallait aller à la présidence, dans son clan, pour avoir ça. Donc voilà un peu, je donne à chacun sa part. Et dans le livre, vous pouvez le lire, vous aurez tous ces éléments dans la tête. Bravo. Merci.